Bonjour monsieur. Bonjour. Pourriez-vous prendre la peine de vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas ou qui croient vous connaître? Alors, je suis Vincent Aguélé, je suis actuellement directeur des bibliothèques de la ville de Versailles et je suis archiviste paléographe diplômé de l'École nationale des chartes. Donc, au cours des précédentes années, j'ai pas mal travaillé sur le Premier Empire. Et là, je viens de publier un livre chez Passé Composé qui s'appelle Des hommes d'honneur, 3 destins d'Ancien Régime, qui nous vaut, je crois, cette interview. Très bien, merci beaucoup. Alors justement, comment définiriez-vous la noblesse et l'aristocratie? Alors, c'est une question qui est un peu complexe dans le sens où il y a plusieurs noblesses et plusieurs aristocraties. Là, je vais partir pour m'appuyer sur... pour appuyer cette réponse, je vais partir sur les exemples qui sont donnés à travers le livre. Donc, à savoir, il y a plusieurs personnages qui sont présentés et plusieurs, enfin tous ont un peu une idée différente de ce qu'est l'aristocratie et la noblesse, qu'elle passe par les armes, les affaires, ou notamment cette fameuse question de l'honneur. Mais il faut comprendre qu'au XVIIIe siècle, il y a un grand débat dans l'opinion française et au sein même de l'aristocratie sur ce qui est noble et ce qui ne l'est pas. Alors la première réponse qu'on a envie de donner, et on la voit très sous-jacente à toute la première partie, c'est la question de la terre, de la propriété. On est noble parce qu'on possède une terre qui l'est. Ou pas. Ça aussi, c'est une question qui est intéressante dans le droit féodal, c'est qu'il y a des terres qui sont nobles, et vous pouvez être propriétaire d'une terre noble et ne pas être aristocrate, par exemple. Et vous avez des terres non nobles, et dans ce cas-là, si vous êtes aristocrate et que vous la possédez, à ce titre, vous êtes redevable d'un certain nombre de droits vis-à-vis, par exemple, d'un suzerain. Donc ça, c'est très lié évidemment à la pensée féodale, et donc là je renvoie évidemment sur les travaux de Georges Duby, sur comment la société médiévale s'est formée autour des 3 principaux ordres, donc le clergé, la noblesse et donc la paysannerie, qui a muté ensuite après pour devenir ce qu'on appelle le tiers-état avec le développement des grands centres urbains et même de petites métropoles qui finalement remettent en cause en grande partie la notion d'un ordre très établi à partir des campagnes. Donc là c'est très intéressant parce que on voit se développer des corps intermédiaires. Et les corps intermédiaires font finalement toute la complexité de l'Ancien Régime, parce que ces corps intermédiaires sont traversés par différents courants d'opinion, certains apparus relativement tôt. On peut penser par exemple à la question notamment religieuse sous les guerres de religion avec les monarchomaques, ceux qui ont commencé à remettre en cause l'institution royale, et plus récemment au XVIIIe siècle, en effet, tous ceux qui estiment que par exemple, se donner la peine de naître ne suffit pas à faire de vous un aristocrate, qu'il faut mériter finalement cet anoblissement, et donc la question du mérite revient à plusieurs reprises. Donc dans la première partie du livre, j'ai un personnage qui s'appelle le marquis Louis de Gouy d'Arcy, qui est un personnage très intéressant parce que il appartient à la noblesse d'épée, clairement, même si au sein même de la cour de Louis XV, on estime que son père n'est pas d'une lignée suffisamment ancienne pour prétendre à ce qu'il prétend. C'est-à-dire qu'il est quand même gentilhomme de la Manche, donc pendant tout le temps de la minorité du jeune Louis XV, il est à ses côtés comme à la fois membre de sa sécurité, mais aussi conseiller. Et il va épouser la fille de l'une des gouvernantes de Louis XV. Et là, déjà, on voit qu'au sein même de l'aristocratie, il existe une certaine distinction
une distinction qui est fondée tout simplement sur l'ancienneté de votre lignage. Et Louis de Guy d'Arcy va en effet apprendre un peu à ses dépens, parce que notamment au cours des différents procès qu'il va mener dans sa vie, puisque la première partie du livre est entièrement centrée sur un procès qu'il mène à l'encontre d'une de ses voisines, consiste en effet à faire reconnaître aussi une certaine partie l'ancienneté et l'honneur de son lignage. Et néanmoins, cette question de la terre, sur laquelle j'allais au début de notre entretien, va un peu l'arrêter, parce que le fondement du procès qu'il intente à Jeanne de Gamache consiste à dire vous tenez une terre qui est elle-même une terre en routure, c'est-à-dire non noble, et cette terre-là en fait vous astreint à des devoirs vis-à-vis de moi. Et il va y avoir une contestation sur la notion de la propriété de cette terre-là, et on a en effet ici, on est au fond du puits de l'aristocratie, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire que on va chercher de part et d'autre, les avocats des deux parties vont chercher à prouver à qui appartient réellement le droit féodal que chacun réclame. Et pour y parvenir, c'est l'ancienneté, en effet. C'est-à-dire qu'on va chercher le document le plus ancien qui va le prouver. Donc les avocats de Louis de Guy d'Arcy, eux, par exemple, se fondent sur un document qui date de 1690 à peu près, qui est on appelle ça un dénombrement à l'époque. Donc on va dénombrer les terres que l'on possède, et en fonction de ces terres, on va établir une hiérarchie des valeurs, et donc certaines donnent droit à des impôts et revenus que l'on va tirer, et d'autres donnent plutôt des devoirs que l'on est obligé de payer vis-à-vis d'autres personnes. Et là, coup de théâtre, vers 1775, les avocats de Jeanne de Gamache sortent un autre document des archives du château du Fayel, et prouvent que la terre était bien, je dirais, tenue par les ancêtres de Jeanne de Gamache, ou du moins ceux dont elle a hérité des droits, depuis le XVIe siècle. Et donc, d'une certaine manière, on se rend compte que la famille de Guy d'Arcy, elle n'était pas aussi ancienne qu'elle le prétendait, et que c'est en arrivant, en devenant propriétaire de ces terres au XVIe siècle, elle était obligée de reprendre de vieilles impositions qui existaient déjà avant qu'ils arrivent. Donc on voit très bien que cette notion d'aristocratie est quand même beaucoup liée à la question centrale, je dirais presque biblique. Est-ce que la terre appartient à l'homme, ou est-ce que l'homme appartient à la terre? Voilà, ça c'est pour l'aristocratie terrienne, dite d'épée. Alors Louis de Guy d'Arcy, lui, coche toutes les cases de l'aristocrate, je dirais, traditionnel, dans le sens où eh bien, il va servir le roi, il va verser le sang pour le roi, il va verser l'impôt du sang. C'est très important, parce qu'il y a toute une historiographie notamment qui a quand même pas mal exagéré, dans le sens où à partir du moment où Louis XIV domestique la cour, c'est fini, il n'y a plus d'aristocratie en France. C'est totalement faux. On continue à avoir des aristocrates qui commandent les régiments et qui vont payer de leur personne sur les champs de bataille jusque dans les dernières guerres de l'Ancien Régime. Donc de ce côté-là, l'impôt du sang a toujours existé, et Louis de Guy d'Arcy en est l'un des vivants exemples, puisqu'il est grièvement blessé à la bataille du col de l'Assiette, hein, une bataille qui se déroule dans le cadre de la guerre de succession d'Autriche, et qu'à partir du moment où il estime qu'il a versé le sang pour le roi, eh bien, son assise d'aristocrate est totalement reconnue. C'est aussi une forme de reconnaissance, hein, à la fois sociale, mais aussi immémorielle, d'une certaine manière. On revient au fondement de ce qu'est la noblesse en France, une noblesse qui,
peut aussi pas mal, je dirais, délirer en ce XVIIIe siècle, puisqu'on retrouve des vieilles thèses médiévales qui sont remises au goût du jour, du style, finalement, nous sommes les descendants des Germains et les Français sont les descendants des Gaulois, donc ça va même se retourner contre eux sous la Révolution, puisqu'on va dire, puisqu'ils sont descendants des Germains, laissons-les repartir en Allemagne. C'est vraiment assez caractéristique d'un siècle qui se cherche, en réalité, qui cherche à retrouver des racines qu'il a peut-être perdues de vue, et qui d'ailleurs est donné au début des mémoires du comte de La Valette. Alors le comte de La Valette, c'est un haut fonctionnaire de Napoléon, hein, il était directeur des postes, et il a écrit ses mémoires dans les années 1830, et il explique une chose très importante au début de ses mémoires. Il dit que l'éducation des jeunes gens bien nés de l'Ancien Régime faisait une impasse totale, notamment sur l'histoire la plus récente. En gros, il ne savait même pas qui était Henri IV. Enfin, il caricature un peu dans ses mémoires, mais il dit, en fait, toute notre éducation tournait autour de l'Antiquité, sur les vertus notamment des héros romains et des héros de la République, et que ainsi, d'une certaine manière, on a influencé la conscience de la nouvelle génération en la coupant d'une partie de ses racines historiques. Et c'est pas étonnant qu'on retrouve même moment dans la plupart des familles françaises nobles qui possèdent des terres. Eh bien, il y a un véritable retour sur les archives familiales, et on voit apparaître un phénomène qui est quasiment concomitant de la Révolution. Tout le monde se remet à faire eh bien, des recherches et va donc payer des personnes qu'on appelle des feudataires qui vont être chargés de remettre à jour les archives familiales et de rétablir la vérité sur tel morceau de terre, telle chose. Donc on voit qu'il y a à cette fin du XVIIIe siècle une vraie prise de conscience sur d'abord la notion de propriété, et ensuite bien sûr le fait de mettre cette propriété dans un cadre juridique qui se tient par rapport, je dirais, à 800, 900 ans de tradition féodale. La société dite de l'Ancien Régime était-elle une société reposant sur les clans familiaux ou sur les individus? Donc très clairement, j'aurais tendance à dire les clans familiaux, et quelle que soit la qualité de la personne. Hein, vous avez des communautés sous l'Ancien Régime, et la notion de la communauté est vraiment la plus importante qui soit, évidemment dans les campagnes. Mais on a aussi des communautés dans les villes, communautés d'artisans, communautés d'avocats, vous avez des syndicats, vous avez toutes sortes d'éléments qui font que les gens se regroupent par d'abord, bien entendu, affinité familiale, par les liens du sang, et ensuite après, en effet, par l'environnement économique. Donc, dans le cas toujours de notre première partie autour de Louis de Guy d'Arcy, une chose très importante, c'est en effet, une fois qu'on avait défini la question de la querelle judiciaire, il y avait derrière, finalement, la communauté qui pouvait être touchée par cette querelle judiciaire, c'est-à-dire les paysans d'Arcy. Et là, on voit qu'il se passe quelque chose de très intéressant, c'est que les paysans d'Arcy, donc Arcy, juste pour resituer, c'est actuellement dans l'Oise, hein, c'est pas loin de Compiègne, eh bien les paysans ont tendance, pour certains d'entre eux, à faire un peu ce que font les nobles. C'est-à-dire que on a d'abord la communauté, avec les personnes qui ont les revenus les plus faibles, et puis vous avez déjà une petite aristocratie paysanne. Donc on se rend compte que, vous voyez, l'anoblissement, c'est pas seulement le titre, c'est le fait aussi d'être bien installé. Et dans le cas de nos paysans d'Arcy, vous en avez un particulièrement qui s'appelle Léonard le Vieil, qui décide du jour au lendemain d'expulser les autres agriculteurs de la pâture commune, et qui va, comme le marquis de Guy d'Arcy, dire « mais j'ai les papiers qui le prouvent ». Et donc là, c'est très intéressant parce que la communauté est obligée de faire front contre un autre
un autre paysan, d'une certaine manière, qui lui a des moyens, qui emploie d'ailleurs des journaliers, qui a une force économique réelle, et qui d'ailleurs a réussi à négocier auprès des intendants des différents aristocrates de la région pour pouvoir cultiver des terres en leur nom, d'être un véritable fermier. Et donc en fait on sait que la société d'Ancien Régime repose beaucoup sur eh bien, le phénomène de la ferme, c'est-à-dire de payer un loyer et d'empocher les revenus d'une terre, quel que soit justement le tarif, le loyer, lui, ne bouge pas, mais on peut pousser au maximum le rendement, par exemple. Et donc cette notion de ferme est véritablement je dirais le nœud de l'affaire concernant ces petites querelles de voisinage qui nous semblent parfois un peu anecdotiques, mais qui en réalité nous permettent toujours de bien comprendre comment la communauté fonctionne. Et donc évidemment, on a aussi des questions qui concernent par exemple la dîme qu'il faut payer par exemple au clergé, et on voit aussi que l'Église de France, qui à ce moment-là est l'un des premiers propriétaires terriens, se remet aussi sérieusement à chercher dans ses archives, à prouver qu'elle possède telle ou telle terre contre tel aristocrate. Et forcément, en fin de compte, tout finit toujours par retomber sur la terre, et forcément ceux qui la cultivent. Donc, pour en revenir à la question de la notion de communauté, c'est intéressant parce que vous posiez la question de la famille, mais en réalité, la famille, c'est une chose, là aussi, qui juridiquement est assez fluctuante. Le paysan qui s'appelle Léonard le Vieil se bat contre d'autres membres de sa famille qui portent le même nom que lui, des cousins plus ou moins éloignés. On voit qu'il n'y a pas de solidarité familiale en tant que telle. Louis de Guy d'Arcy va essayer de se séparer de sa femme au cours d'une querelle, que le divorce n'existe pas en tant que tel, et va devoir, je dirais, presque payer de sa personne, puisque sa vie privée est étalée en place publique, et c'est assez douloureux. On voit qu'il n'y a pas là non plus de solidarité familiale en tant que telle, et la propre femme de Louis de Guy d'Arcy va attaquer ses enfants en justice plus tard, notamment dans le cadre du mariage de l'un de ses enfants. Louis Marthe de Guy d'Arcy, qui deviendra d'ailleurs député des États généraux en 1789. Donc là aussi, les solidarités familiales, c'est une chose. Je dirais qu'on voit au XVIIIe siècle se constituer plus des solidarités d'intérêt. La notion d'intérêt est très importante, on le voit plus dans la deuxième partie d'ailleurs, avec Armand Nogaret et Antoine Lebel, qui sont deux personnages de la cour de Louis XV et de Louis XVI, et qui, eux, tissent des réseaux, véritablement, au-delà du seul cadre familial, même si on se rend compte que là, c'est plutôt la notion d'endogamie qui va jouer. Armand Nogaret, c'est une personnalité totalement oubliée de la cour de Louis XV, et pourtant, il fait partie des rouages essentiels, c'est-à-dire qu'il est l'un des commis dans un ministère de la Maison du Roi, et je dirais, descend déjà d'une famille qui a été au service d'autres familles. Et cette famille, notamment, c'est la famille du comte de Saint-Florentin, c'est-à-dire les Philippot, qui sont des grands bureaucrates et qui descendent d'autres grands bureaucrates depuis plusieurs générations. Et donc là, en effet, on se rend compte que souvent, l'élément qui nous permet de comprendre, c'est qui est le parrain de qui. Et le parrain d'Armand Nogaret, eh bien, c'est un membre de la famille Philippot. Et donc, on voit que les grands ministres, finalement, parrainent les enfants de leurs commis. Ça va permettre de créer un lien supplémentaire pour s'assurer de leur fidélité. Parce que là encore, c'est une notion qui est bien plus développée que celle qu'on peut connaître aujourd'hui sur qu'est-ce que la fidélité. On pourrait vraiment poser la question. Mais néanmoins, Armand Nogaret va bien sûr poursuivre sa carrière avec un but précis qui est celle tout simplement de gagner un peu d'argent. Même s'il s'en défend au début, on se rend vite compte qu'il est à la tête d'une affaire assez colossale, puisqu'elle consiste justement
à délivrer des brevets de noblesse. On revient à la première question. Et ce brevet de noblesse en question, c'est eh bien, le capitoulat de Toulouse. C'est l'un des moyens de devenir noble en France, sous l'Ancien Régime. Parce que là, je rappelle, donc il y a plusieurs aristocraties. On a vu le cas de l'aristocratie d'épée, mais vous avez aussi la robe. Et dans l'aristocratie de robe, donc il y a plusieurs aristocraties. On a vu le cas de l'aristocratie d'épée, mais vous avez aussi la robe. Et dans l'aristocratie de robe, donc vous avez les membres des parlements, mais vous avez aussi tous les corps municipaux. Et donc dans certaines grandes villes, vous pouvez vous faire conférer la noblesse héréditaire à condition justement d'avoir été membre pendant une seule année, c'est pas grand-chose, du conseil municipal. Donc je vous laisse imaginer en effet les convoitises que cela peut susciter, et forcément il y a un agiotage énorme. Il va falloir officiellement c'est gratuit, c'est le roi qui choisit une liste de personnalités que le ministre lui propose, et on imagine bien que derrière il a fallu passer à la caisse. Et on savait que ça existait, mais là, on se rend compte de l'énormité des chiffres. Donc, ça va entre 10 et 100 000 livres à payer à l'époque pour pouvoir espérer être sur cette fameuse liste. En plus, vous n'êtes pas assuré de même avoir premièrement payé sur une année. C'est pas pour autant que le ministre va vous garder. Donc, on se rend compte qu'il y a tout un système là aussi de fidélité qui peuvent être mises en route. On va se faire parrainer, là encore, par des nobles qui vont parler de vous au ministre. Mais le moyen le plus simple, finalement, c'est de bien connaître le commis qui va rédiger la liste et que le ministre va signer avant de la présenter au roi. Donc Armand Nogaret, là-dedans, devient un homme extrêmement courtisé. Et d'ailleurs, il ne s'occupe pas seulement du capitoulat de Toulouse, il s'occupe aussi de la distribution des prébendes religieuses sur une grande partie du sud-ouest de la France. Donc il est aussi bien courtisé par toutes sortes d'abbés commendataires, pas nécessairement religieux, mais des personnes qui possèdent un revenu d'origine ecclésiastique. Donc à un moment d'ailleurs, il écrit à Antoine Lebel qui ne pourra plus recevoir un seul abbé de la journée, qu'il en a trop vu, et que s'il en arrive encore un dans son antichambre, il se chargera de le reconduire à coup de pied. Donc c'est assez amusant les détails aussi qui surgissent de ces correspondances, qui avaient été un peu négligées ou perdues, et que j'ai eu la chance de retrouver, parce qu'on a une essence de la vie de ces réseaux qui ressurgit d'un coup, et y compris les aspects les plus triviaux, les plus personnels et finalement les plus humains. Alors justement, pour continuer sur ce que vous avez dit, c'est que au XVIIIe siècle en France, les roturiers pouvaient-ils gravir aisément l'échelle sociale? Je pense que oui, on a des cas d'élévation, notamment par la finance d'abord. C'est sûr que si vous êtes un petit fermier de n'importe quelle région, c'est beaucoup plus difficile, ça va être beaucoup plus lent. Mais néanmoins, on a un système qui permet l'élévation sociale, oui. Sans aucun doute, même si ça peut prendre plusieurs générations, ça existe. D'abord, tout simplement parce que les grandes familles, les grands évêchés, les grandes structures de cette société de l'Ancien Régime permettent notamment, par exemple, à des fils de paysans d'étudier. C'est comme ça que le bas clergé se reconstitue régulièrement, c'est-à-dire qu'on va payer une bourse au dernier né d'une famille de plusieurs enfants, que le curé du village a pu repérer, en disant celui-là, à mon avis, il en a les capacités, et on va l'envoyer étudier dans un collège proche, donc de la communauté familiale, et ensuite après il va partir au séminaire un peu plus loin, et donc il va pouvoir bien tout simplement obtenir ensuite, une fois qu'il a toutes les collations de grades, etc., il va obtenir un bénéfice, un revenu, pourquoi pas progresser dans l'enseignement aussi. On a des cas de théologiens, de professeurs d'université qui peuvent venir d'un milieu extrêmement modeste et
s'élever parfois tout seuls, en une seule génération, à la force, on va dire, de leur cerveau. Mais ça, je dirais, c'est un processus qui est normal. Notamment au XVIIIe siècle, l'un des plus célèbres finalement boursiers, enfin il y en a plusieurs, hein, on les voit arriver sous la Révolution, le futur maréchal Murat en bénéficie. Par exemple, il est le fils d'un aubergiste, d'une toute petite communauté qui se trouve dans les Causses, du Quercy. Eh bien, c'est le dernier de la famille, on ne sait pas trop quoi faire de lui, on va aller demander à la famille de Talleyrand-Périgord, qui possède la plupart des terres aux alentours, s'il peut bénéficier d'une bourse pour pouvoir aller étudier à Cahors. C'est ce qui va se passer. D'accord, mais d'une manière générale, les cas que vous donnez, c'est des cas minoritaires ou en fait par rapport à la majorité, parce qu'on trouvera toujours des cas de personnes qui arrivent à s'élever, mais en moyenne, un roturier pouvait-il s'élever ou pas? On peut rêver, c'est quand même en principe, s'il y a une société d'ordre, c'est pour que justement les ordres puissent continuer à exister. Donc c'est des cas, ce que je cite, c'est des cas qui existent, mais qui ne sont pas évidemment systématiques, mais la société prévoit cette élévation. Et au sein même, je dirais, d'une structure sociale, vous avez des possibilités de vous élever. Par exemple, un marchand de Toulouse est en capacité, s'il a fait fortune dans le commerce du bétail, du grain, etc., eh bien, de payer justement pour devenir capitoul et obtenir la noblesse héréditaire. Donc on voit qu'il y a une notion en effet financière derrière, c'est-à-dire que votre élévation sociale, elle va se faire à travers en effet l'argent que vous aurez pu mettre de côté, gagner. Et ce qui explique d'ailleurs, notamment qu'au XIXe siècle, et encore longtemps au XXe siècle, on a continué à considérer que c'était la propriété foncière, hein, l'immobilier, qui, d'une certaine manière, assurait votre indépendance et votre aisance financière, mais aussi votre place dans la société. C'est ce qui détermine aussi le fait que pendant un certain temps, ce soit le suffrage censitaire qui était le mode de suffrage en vogue, parce que c'était la propriété qui le permettait justement. Donc, pour en revenir à la question, il y a aussi le fait que on peut entretenir une place qu'on a gagnée, notamment toujours en payant. C'est le principe notamment chez les parlementaires, mais aussi chez les notaires, chez toutes sortes de professions de plumes. Vous avez la possibilité de transmettre la charge que vous avez achetée, souvent très chère, à votre fils, moyennant un droit correspondant à 1/60e de la charge, de la valeur de la charge que vous avez payé directement auprès de la monarchie, et donc d'une certaine manière le roi ferme les yeux sur cette transmission héréditaire de charges qui ne sont pas censées le faire. Et ça va être le sens notamment de la grande révolution royale de 1771 que Louis XV va tenter de mettre en place. Ça, c'est un phénomène qui continue à faire débat, je crois, dans l'historiographie française. Est-ce que Louis XV a pris les devants en 1771 pour éviter un phénomène plus violent qui s'est déroulé en effet en 1789, le renvoi des parlements? Cette révolution, elle est très importante et très intéressante, et je la traite dans la deuxième partie avec notamment Armand Nogaret et Antoine Lebel, parce qu'ils vont en faire partie de cette révolution, surtout Antoine Lebel, qui accompagne l'un des commissaires du roi, qui est un véritable, on va dire, un véritable avant-garde de ce que seront les commissaires notamment du gouvernement de salut public dans les provinces, qui consiste tout simplement à dire aux parlementaires vous êtes renvoyés dans vos foyers, on va établir de nouvelles cours et la justice va être gratuite. Parce qu'évidemment, si une charge est intéressante, ça veut dire qu'elle a des revenus qui parfois sont, je dirais, problématiques par leur origine. Donc là, la notion de gratuité de la justice, elle est fondamentale pour comprendre le processus politique que Louis XV avait essayé de mettre à la fin de son règne, et qui consistait à proposer aux Français un nouveau modèle de société. À la veille de 1789, la noblesse est vue comme rongée par les dissensions internes, minée par les rumeurs et les scandales, contestée dans sa légitimité à revendiquer une supériorité sociale. Elle paraissait au plus grand nombre indigne de sa vocation. Ce constat dressé à l'époque était-il vrai ou faux?
Je pense qu'il était en grande partie vrai pour ce qui est de la noblesse qui se trouvait à la cour. C'est-à-dire les courtisans, ceux qui ont largement bénéficié d'un système qui se trouvait à la cour. C'est-à-dire les courtisans, ceux qui ont largement bénéficié d'un système qui ne parvenait plus d'ailleurs à convaincre, je dirais, jusqu'à la monarchie même. C'est-à-dire que oui, on est obligé d'entretenir cette cour, mais la question de la cour est vraiment fondamentale. Je pense que pour répondre à cette question, que je n'ai que traversée, pour le coup, je dois quand même renvoyer à 2 autres livres qui, je pense, sont très importants et qui intéresseront sans doute les gens qui nous écoutent. C'est d'abord, en effet, Le sabordage de la noblesse de Fadi El-Hadj, qui est publié aussi chez Passé et Composé, et ensuite, après, Les derniers feux de la monarchie de Charles-Éloi Vial sur le système curial, après 1789. Comment peut-on faire survivre une cour alors que justement on est en train d'abolir les privilèges. C'est très intéressant de voir en effet que c'est la notion de privilège en réalité qui a bousculé je dirais, les consciences. Dans le sens où beaucoup de Français, notamment de la bourgeoisie, mais aussi des parlements, qui en ont largement usé et à leur propre piège d'une certaine manière, parce que les parlementaires ont été, je dirais, à la fois ceux qui ont attisé les braises, attisé la haine, et qui finalement n'ont pas contrôlé ce qu'ils avaient lancé. Je pense qu'en effet il faut considérer que d'un côté il y a cette noblesse courtisane qui a largement déchu. D'ailleurs on le voit avec Louis de Guidarcy, qui interdit à son fils de jouer de la flûte, par exemple, parce qu'il estime que c'est quoi un aristocrate qui joue de la flûte? C'est un futur courtisan en puissance. On dirait qu'il a d'une certaine manière lu Voltaire et ses diatribes contre une aristocratie paresseuse, décadente. Donc il va interdire à son fils de jouer de la flûte pour une bonne raison, c'est que pour lui, ça l'empêcherait de se former au vrai métier, au seul métier qui compte, c'est celui des armes, évidemment. Donc on a d'un côté cette noblesse de la courtisanerie, on a de l'autre côté la noblesse parlementaire qui aimerait bien prendre la place en réalité, et notamment au niveau des privilèges qu'elle estime lui être redevable. Donc des parlements, rappelons ce qu'est le Parlement, c'est une cour de justice, en réalité c'est pas le Parlement tel quel, mais une cour de justice qui se rêve d'une certaine manière comme un Parlement à l'anglaise. Et c'est là, à partir de là, en effet, qu'on a un grand fossé qui se creuse et qui est exacerbé par les tensions économiques que l'on trouve, que l'on ressent au niveau de toute la société, et qui fait que malheureusement Louis XVI n'est pas en capacité de répondre à ce souhait d'arrêt des privilèges. Et pourtant, quand on y regarde bien, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la fameuse révolution royale de 1771 était déjà une première tentative pour mettre fin à certains privilèges, et notamment pour faire en sorte qu'il y ait une certaine égalité déjà d'abord devant le droit, et égalité devant le droit qui pourrait permettre en effet une égalité peut-être devant l'impôt. Voilà. Vauban en avait déjà parlé. Et Vauban en avait parlé, et Vauban était l'archétype même du gentilhomme honnête. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que, on a beaucoup caricaturé la noblesse, et surtout celle qui émigre dès le 14 juillet 1789, mais il y a toute cette petite noblesse aussi très déclassée, qui survit dans les campagnes, qui n'a pas les moyens d'aller à la cour, à Versailles. On va en retrouver un certain nombre dans les armées révolutionnaires ensuite, qui vont, même pour certains, abandonner leur titre, tout simplement garder une partie de leur nom, qui pouvait être un nom à plusieurs degrés, mais qui vont sincèrement, qui vont devenir des patriotes et aller se battre pour la nation. On a par exemple des exemples d'aristocrates qui vont chercher à tout prix à éviter à leurs enfants en effet un destin de courtisan. C'est par exemple le cas de la famille de Clermont-Tonnerre. Alors eux, ils lisent les philosophes, évidemment. Ils décident de mettre leurs enfants à la campagne, à l'abri des tentations de la ville, de la cour.
Et d'ailleurs, tentation de la ville et de la cour qui n'épargne pas non plus certains enfants de la bourgeoisie. On le voit dans la troisième partie du livre, avec la carrière incroyable d'Étienne de Jouy dans les colonies. Eh bien, en fait, Étienne de Jouy, malgré son nom, n'a rien d'un aristocrate, mais il est très vite corrompu par Paris, et ses parents l'engagent de force dans un régiment qui part à l'autre bout du monde pour justement lui éviter des mauvaises fréquentations. Parce qu'en effet, Paris, la ville de Paris, à la fin du XVIIIe siècle, c'est vraiment la capitale de tous les vices et de tous les péchés, pour qui a un peu les moyens de les entretenir. Dans votre ouvrage, vous rappelez la définition du mot vertu. Ainsi, une noblesse héréditaire, mais non militaire, dans un système institutionnel républicain, a-t-elle encore un sens à notre époque? Alors, la notion de vertu est en effet fondamentale parce qu'elle renvoie à cette fameuse antiquité. Vous voulez que j'aille dans ce sens-là? Oui, d'accord. Elle renvoie la notion de vertu renvoie à l'Antiquité, que je citais tout à l'heure à travers les mémoires de La Valette. Et ils sont tous, à la fin du XVIIIe siècle, très imbus de cette Antiquité. On va essayer de reconstituer la vertu romaine, le fait de, notamment une vertu qui peut reposer sur le sens du sacrifice, y compris du sacrifice de sa propre personne pour sauver les institutions. Alors on va beaucoup parler notamment des différents héros romains, et évidemment c'est une vision qui parfois est un peu contradictoire vis-à-vis de, je dirais, de la réalité de ce qu'était l'Antiquité. On voit qu'on reconstruit un récit historique qui est surtout en fait un miroir des aspirations d'une société qui est traversée par cette question: faut-il conserver des privilèges ou pas? Et en effet, à quoi servait l'aristocratie à l'époque romaine? En grande partie, c'était ceux qui étaient chargés déjà à l'époque de commander militairement. Et tout le système de la République romaine consiste à dire, en effet, il y a une inégalité de la société, mais chacune des composantes de la société va être représentée pour former la République. Donc d'un côté, vous aurez la classe des chevaliers, la classe des sénateurs, la plèbe, et vous aurez des tribuns de la plèbe. Tribuns de la plèbe qui peuvent être par ailleurs des aristocrates qui, d'une certaine manière, acceptent de renoncer à une forme, aux formes les plus visibles de leur aristocratie pour se confondre avec la plèbe. Et d'ailleurs, c'est ce que vont faire certains aristocrates, notamment Mirabeau, pour finalement prétendre parler au nom d'une notion assez floue qui continue aujourd'hui à former le débat sur le peuple. Qu'est-ce que le peuple en réalité? Donc là encore, en effet, des personnalités comme Mirabeau sont assez hostiles à l'institution de la noblesse telle qu'elle a pu se développer pour arriver au point de 1788, par exemple, en estimant que c'est le seul mérite personnel qui va, d'une certaine manière, vous conférer la noblesse. Et l'abolition des titres est l'une des premières choses qui va être réclamée dès le 4 août 1789, et la notion d'égalité devant la loi. L'égalité de tous. Donc, alors, en effet, néanmoins, la République romaine, et on va dire peut-être que nos révolutionnaires de 1789 avaient finalement assez mal lu leur histoire romaine, c'est qu'elle repose sur des principes d'inégalité à la fois sociale et évidemment économique. Ça c'est évident. Vous avez des grandes fortunes à Rome et vous avez des personnes qui vivent dans la misère. Et plus la question d'esclavage. Plus la question de l'esclavage, en effet, qui a pu être mêlée d'une certaine façon avec celle du servage. Alors que le servage en 89, il faut quand même bien chercher pour en retrouver. Enfin, on voit très bien que la société du XVIIIe siècle est déjà une société qui, certes, s'il y a encore un peu de corvée dans les champs, n'a plus rien à voir avec la société fondée sur le servage au XIIe siècle, qui déjà pose question, notamment par rapport à l'Église, de toute façon.
Donc, néanmoins, la question de la vertu est évidemment très liée à celle de l'honneur, et donc bien sûr à la qualité de la personne au sein de la société. N'oublions pas que c'est la citoyenneté à Rome qui finalement vous confère des droits. Vous pouvez être un riche étranger, vous n'avez aucun droit en effet à la parole. C'est comme ça, c'est qu'il faut être citoyen. Cette notion de citoyenneté, elle va être évidemment reprise en 1789, puisqu'on va même s'appeler citoyen et citoyenne, et que ça va devenir le nouveau prédicat. Et donc, à l'intérieur même de la société romaine, les citoyens ne sont pas égaux en vertu et en honneur, en effet, puisque vous pouvez avoir des fonctions qui sont considérées comme plus ou moins honorables. Mais, néanmoins, la citoyenneté vous protège, en tant que, en sorte que si vous arrêtez d'être, je dirais, de vivre de moyens qui sont peu honorables pour embrasser un autre aspect, un autre métier par exemple, eh bien vous pouvez immédiatement reconstituer votre capital d'honorabilité. Donc en fait le fait de vivre en république ou pas n'est pas le principe fondamental, c'est le fait que les citoyens de cet État puissent en effet bénéficier des droits en fonction de leurs activités. Donc c'est comme ça que fonctionne la République romaine. Et vous avez donc, je vous le disais, des aristocrates qui peuvent passer dans un autre camp s'ils estiment que les besoins de leur carrière l'exigent, et donc on va devenir en effet plébéien. C'est vrai que l'inverse n'est pas possible. Vous ne pouvez pas naître plébéien et devenir aristocrate du jour au lendemain, notamment dans la question sociale romaine. Et donc je pense que là, de ce côté-là, les révolutionnaires de 89 ont en grande partie évacué tout l'aspect aristocratie romaine, classe des chevaliers, etc., pour ne garder que cet aspect fondateur de la citoyenneté, mais pour entièrement la redéfinir, pour redéfinir cette notion de citoyenneté. Voilà. Donc, en effet, la noblesse telle qu'elle avait vécu n'avait plus de raison d'être, mais on se rend vite compte, et ça c'est Napoléon qui va devoir réfléchir sur la question une décennie plus tard, qu'il y a un vide réel à combler, et notamment parce que la question militaire est devenue extrêmement importante. Il a fallu affronter les armées coalisées de l'Europe contre la France, et on se rend vite compte que distribuer des médailles, des sabres d'honneur ne suffit pas. Il y a un état militaire qui fait qu'on a reconstitué une noblesse qui pouvait être celle, cette fois-ci, de Charlemagne. Et donc Napoléon va progressivement identifier son régime à celui de la France carolingienne. C'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a un saut dans le temps, une chronologie, des parallélismes qui apparaissent en fonction de l'époque. Et si on a pu comparer à l'époque, notamment impériale, post-révolutionnaire, le processus du principat de Napoléon avec celui d'Auguste et de César, en réalité, c'est bien plus vers la France carolingienne qu'il faut regarder. Mais donc aujourd'hui, alors comme il n'y a plus de militaires, enfin il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de guerre aujourd'hui. Alors, si. Vous dites que d'un côté, quand on est noble, il y a des contreparties, mais aujourd'hui, c'est vrai que ces contreparties, oui, en majorité, n'existent plus. Ah bah c'est évident. Donc est-ce que c'est encore un sens que certains se revendiquent comte ou marquis ou que sais-je, quand les contreparties qui font l'État sont absentes? Je pense qu'il faut partir du fait qu'en 1870, le régime monarchique a cessé d'être en France, et donc du coup que les titres qui pouvaient être reconnus par l'État n'avaient plus lieu d'être. Mais néanmoins, ça fait partie de la composante de la société française, parce que c'est une société qui est beaucoup fondée sur l'héritage. Un héritage d'abord patrimonial, mais aussi un héritage immatériel. Et d'ailleurs,
alors c'est sans doute moins le cas aujourd'hui, mais dans les composantes de l'armée française, au moins jusqu'en 1914, l'aristocratie a une place évidente, parce qu'elle a continué à estimer que sa place, c'était le métier des armes. Mais encore là, je pense qu'il faut bien comprendre que la notion d'aristocratie est une notion très floue et qui regroupe en réalité plusieurs composantes historiques et sociales entre l'aristocratie terrienne d'épée et l'aristocratie de robe plus bourgeoise d'une certaine manière, plus fondée sur le droit. Et donc ces deux composantes en fait s'équilibrent d'une certaine manière. Alors c'est vrai qu'il y a eu un échec en France, hein, c'était finalement de ne pas pouvoir considérer la monarchie constitutionnelle comme une voie possible, et en grande partie parce qu'une fraction de l'aristocratie s'y opposait, les fameux émigrés. À partir du moment où une partie de la France a voulu se battre contre l'autre, eh bien, ce qui devait être un équilibre à la fois des pouvoirs, mais aussi de l'héritage global des Français, a été rompu. Donc, en Angleterre, vous avez d'un côté la Chambre des Lords et de l'autre côté la Chambre des communes. Et même si la Chambre des Lords aujourd'hui n'a plus les pouvoirs qu'elle avait auparavant, elle continue à exercer une sorte je dirais de domination, on va dire morale, essentiellement morale. Voilà. Mais c'est vrai que je crois qu'en France, il demeure en revanche, aujourd'hui, une sorte de ressentiment, parfois très mal compris, y compris par les personnes qui l'exercent, ce ressentiment, ou qui le font savoir, contre une sorte d'aristocratie. On continue à avoir l'image du courtisan de la cour de Louis XVI comme l'incarnation de tout ce qui ne va pas. Et c'est cela qu'on veut absolument éradiquer, y compris dans la violence. Alors qu'en fait, encore une fois, tout est affaire de nuances. Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs en tant qu'historien, en tant que personne qui est obligée de poser un regard à la fois sur le monde d'hier et sur le monde d'aujourd'hui, c'est de faire preuve de nuances. Et aujourd'hui, la société est de moins en moins encline à entendre la notion de nuance. Dernière question pour finir. Pourriez-vous nous citer, peut-être même au-delà de votre livre, 2 ou 3 personnalités historiques qui, selon vous, incarnent parfaitement la noblesse? Alors, cette question, je m'étais dit que j'allais y répondre un peu comme ça, du tac au tac, sans réfléchir auparavant. Qui représente la noblesse dans mon imaginaire à moi? Eh bien, on a cité Vauban. Je pense que c'est le cas le plus noble, justement, qui puisse être, qui était à la fois un bon technicien, mais aussi un très grand intellectuel, qui montrait que les deux pouvaient aller de pair. Montesquieu, évidemment, parce que justement, lui était un aristocrate, un peu ambivalent, parce qu'il appartient à la fois à l'épée, à la tradition d'épée et à la tradition de robe. Donc il est une synthèse de tous ces héritages et influences. Et donc en effet, c'est lui qui continue, je dirais, à travers ses textes, à poser des problèmes fondamentaux sur les notions justement d'égalité, de vertu. Qu'est-ce que l'exercice du pouvoir? Donc on passe en effet par Montesquieu. Et puis peut-être, alors c'est un peu de la provocation de ma part, mais quelqu'un comme Murat est justement l'incarnation même de la noblesse à la française, dans le sens où c'est un fils de paysan qui va, par la seule force de son bras, devenir ce qu'il devient, montrer que tout est possible. Et qui montre finalement que la notion de noblesse, c'est pas seulement un brevet à poser sur un papier, mais aussi finalement ce que l'on fait de sa vie et de sa carrière. Et pour dire les choses, en fait, Murat, pendant très longtemps,
va même être confondu comme noble en raison de je dirais presque de sa stature, de la personnalité qu'il dégage. Donc ça va même lui valoir quelques ennuis sous la Terreur, parce qu'on va le dénoncer comme aristocrate, alors que c'est un fils de paysan. Et tout simplement parce que c'est presque un délit de sale gueule, d'une certaine manière. Il est trop beau pour être un fils de paysan. C'est vraiment ce qu'on dit. Et je crois que c'est aussi Chateaubriand et Lamartine qui ont réfléchi sur son cas, qui sont eux-mêmes des aristocrates, qui finalement reconnaissent à Murat des qualités qu'ils reconnaissent à d'autres nobles. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer qu'en fait, c'était aussi le projet de la société de Napoléon, enfin, même s'il a beaucoup joué sur cet aspect un peu de propagande, c'est-à-dire que finalement tout le monde peut être noble à condition de s'en donner les moyens et surtout de consentir à des efforts qui servent l'intérêt général. Je crois que le mot intérêt général, on les retrouve dans les 3 cas que je vous ai cités. Très bien, merci beaucoup monsieur. Merci à vous. Thank you.